Bonjour YouTube, bienvenue à vous. C'était la 24e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais accueillait le Stade Brestois au Parc OL et contrairement à la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot contre le Stade Brestois. Heureusement, la victoire était obligatoire en ce beau dimanche ensoleillé à Lyon puisque les concurrents pour le top 4 s'étaient quasiment tous imposés, sauf Lille qui a bien évidemment perdu contre le Paris Saint-Germain comme tout le monde. Victoire 2-1 dans la douleur, dans la grande douleur, avec une copie un petit peu calamiteuse, rendue par l'Olympique Lyonnais, qui n'a été sauvé que sur deux inspirations à peu près de la même manière, avec une passe d'Edren Cherki et un but de Lacazette. Dans les deux cas, on va débriefer ce match qui a été marqué par pas mal de choses, notamment un pétage de plomb de Paulo Fonseca, qui a pris un carton rouge en toute fin de rencontre après avoir voulu faire un tête-à-tête avec Benoît Millot, et qui va certainement prendre sa petite poignée de match de suspension, et ce sera pas volé, on va en parler un petit peu plus tard. Match donc crucial pour l'Olympique Lyonnais, la victoire était obligatoire puisque, comme je vous l'ai dit, Monaco s'était imposé contre Reims, Nice a gagné contre Saint-Etienne, Lille a perdu, il y avait une occasion aussi de raccrocher le wagon de Lille, et globalement il fallait absolument tenir ce rythme contre une équipe qui sort d'une très mauvaise période, puisque Brest sortait d'une défaite 7-0 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et a subi une terrible déconvenue en Coupe de France. Ils menaient 2-0 contre Dunkerque, ils ont perdu 3-2. En plus de ça, énormément d'absents côté brestois, 8 absents au coup d'envoi, donc autant vous dire que Brest arrivait complètement décimé au fond du trou. Et bah comme d'hab, l'OL a failli relancer Brest, puisque c'est Brest qui a ouvert le score à la 15e minute sur un penalty concédé par Alexandre Lacazette, qui a décidé de faire un gros câlin à Mady Camara sur corner, pourquoi pas après tout. Donc penalty totalement logique, transformé par Kenny Lala. Derrière, l'OL égalise par Alexandre Lacazette à la 23e minute sur ce qui restera l'une des seules actions vraiment construites du match, avec au départ de l'action Almada qui s'appuie sur Mikotadze, qui remet à Cherki, qui donne à Lacazette, qui pique, superbe but. On n'a pas vu grand chose d'autre niveau football jusqu'à la 83e minute où là, Ryan Cherki quasiment tout seul envoie un centre fuyant sur Lacazette qui contrôle et qui finit 2-1 pour l'OL. Mais alors qu'est-ce qu'on a eu peur en fin de match, qu'est-ce qu'on a eu peur sur un énorme cafouillage défensif qui donne lieu à un appel à la VAR. La VAR qui check une potentielle main dans la surface à l'extrême limite du temps additionnel. Et là, on a Paulo Fonseca qui pète un boulon. Il faut savoir que Paulo Fonseca a été très tendu pendant toute la rencontre. Il a été sur les côtes de Benoît Millot pendant tout le match, et il a vrillé complet en allant hurler à la tronche de Benoît Millot, en rapprochant son front de sa tête. Enfin, une scène un peu grotesque, honnêtement, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais on est dans un contexte en Ligue 1 où on voit de plus en plus de tensions avec les arbitres, et c'est pas une bonne chose, notamment parce que Paulo Fonseca risque de prendre une bonne poignée de matchs de suspension. Quand bien même il s'est excusé à la fin du match, ce serait pas surprenant qu'il prenne 5, 6, 7, 8 matchs de suspension, voire qu'il ne termine tout simplement pas la saison, puisqu'il reste 10 matchs en championnat. Ce serait quand même un petit peu dommageable, alors que l'OL est encore en lice pour aller jouer les gros coups dans le championnat, quand bien même il faudra faire un sans faute. On va reprendre depuis le départ, donc un Brest en très grande difficulté, avec aucun ancien Lyonnais sur la pelouse, donc il partait déjà avec un point négatif par rapport au match aller. Et l'OL qui s'est présenté dans un système un petit peu bizarre, puisque nous avions sur le terrain Almada, Cherki titulaires ensemble, mais Mikotadze et Lacazette aussi. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que sur le papier c'est sympa, mais très peu de largeur dans le jeu lyonnais. On a eu un espèce de carré / losange dont on n'a pas trop compris l'animation. Ça a été très compliqué pour Lacazette et Mikotadze d'exister. On a eu un Ryan Cherki qui finit avec 2 passes D, mais qui a eu beaucoup de mal à trouver sa place sur le terrain. Également, ce qui n'a pas aidé, l'absence de Tagliafico suspendu, qui a été remplacé par Maitland Nice côté gauche. Ça n'a pas été franchement une grande réussite, et on se retrouve avec une première mi-temps globalement pas bonne du tout de l'OL, qui a concédé énormément d'occasions en contre, avec une défense qui a toutes les peines du monde encore à ne pas faire un énorme caca culotte dès qu'il y a une perte de balle, une animation pas très claire, et Brest qui franchement aurait pu terminer la première période largement devant, puisqu'ils ont gâché, notamment Sima qui a gâché énormément, et vraiment Brest a laissé passer sa chance avec ce penalty vraiment offert par Lacazette, mais surtout beaucoup d'occasions gâchées. À la mi-temps, Brest était à genre 1,5 expected goals et l'OL avait tiré 2 fois dans le match. Donc autant vous dire que c'était pas la grande fiesta. Malgré ce constat-là, pas de changement
de la part de Paulo Fonseca jusqu'à très tard. Le seul changement qu'on a eu jusqu'à la 81e minute, c'est un changement poste pour poste de Tessman pour Matic. On a dû attendre la 81e minute pour qu'on voit un petit peu de changement avec la sortie de Lacazette et l'entrée de Malik Fofana. Un petit peu d'inquiétude donc sur le coaching, quand bien même Alexandre Lacazette a marqué 2 buts ce soir. On a eu une copie livrée par l'OL. D'ailleurs, je vais vous montrer les stats, vous allez voir. C'est pas terrible quand même. Beaucoup de possessions, mais seulement 4 tirs cadrés. Un match, si on enlève le penalty, relativement équilibré au niveau des occasions. Mais c'était pas un bon match. C'était pas un bon match de l'OL qui a laissé des trous partout, a été en grande difficulté pour créer du jeu, même si ça a été bien mieux en seconde période. Ça n'a pas non plus été complètement flamboyant là-dessus. Très peu d'intensité également. Et toujours ce problème de pelouse. C'est pas possible, c'est pas possible. On est l'Olympique Lyonnais, on a un coach en plus qui veut avoir 60-65% de possession pendant un match. Comment c'est possible d'avoir une pelouse pareille? Elle a été changée il y a 2 semaines. Alors oui, il faut du temps pour qu'une pelouse prenne, mais là elle est déjà ruinée, la pelouse elle est déjà morte. C'est pas normal de jouer sur une pelouse. Enfin je veux dire, Brest ils avaient la même à Guingamp en Ligue des Champions là. C'est pas possible quand même. La pelouse est affreuse, donc forcément c'est compliqué d'essayer de créer du football sur cette pelouse, quand même il n'y en a déjà pas beaucoup dans cette équipe de l'OL. Le prestataire a changé, la pelouse a été changée, mais elle ne prend pas. Alors je sais pas, pour ceux qui ont vu sur Twitter, il y a Sidney Govou qui m'a répondu, qui m'a dit tout le monde sait bien qu'on ne change pas une pelouse en février, on avait déjà fait la même connerie sous Gérard Rouillet. Donc voilà, Sidney Govou, sachez qu'il est désormais consultant jardinage. Moi je le crois, je pense qu'il est mieux placé que moi pour savoir comment fonctionne une pelouse de football. Mais bon voilà, cette pelouse n'a pas pris et c'est toujours dégueulasse. Alors fort heureusement, là elle va pouvoir se reposer un tout petit peu puisque l'OL jouera en Roumanie jeudi, puis à Nice dimanche. Donc elle va avoir 10 jours pour se reposer cette pelouse, mais ça va pas. Ça va pas, et ça aide pas de manière générale. L'OL a joué du foot, déjà que c'était compliqué quand même jusqu'ici. Si Degovou a ses entrées à Jardiland, ouais, le prestataire est un escroc. Je pense que c'est pas facile en fait de faire prendre une pelouse, surtout qu'il pleut tout le temps à Lyon en ce moment, il pleut beaucoup tout le temps. La fameuse horreur, oui effectivement. Mais bref, tout ça pour dire que c'était pas forcément le meilleur match à voir au stade. D'ailleurs, c'était probablement pas le match pour aller au stade, puisque comme vous le savez, il y a des problèmes de navette. L'OL est en grande difficulté par rapport à ça parce qu'il y a des travaux partout à Lyon. Du coup il n'y a plus de navette à Pardieu, il n'y a plus de T3, il y a juste le T7 qui fonctionne, et encore il va arrêter de fonctionner sous peu. Donc bon courage à tous mes amis qui vont au stade en transport en commun. C'est la croix et la bannière. En Angleterre il pleut H24 et ils ont des billards. Bah ouais, peut-être qu'il faut embaucher un jardinier, mais on est interdit de recrutement, donc changer de pelouse en février. Bah oui, écoute, c'est vrai que le Groupama Stadium de manière générale a toujours une pelouse de merde. C'est rare qu'on ait eu un billard à Lyon. Il y a eu des bonnes périodes, mais de manière générale, on a souvent des problèmes de pelouse. Quoi d'autre? Le constat de base, c'est qu'au niveau comptable, ça va, puisque Paulo Fonseca a rempli sa mission de battre Nantes, Reims et Brest. Il fallait. On a perdu contre le Paris Saint-Germain, mais avec les honneurs, quand on voit le niveau du Paris Saint-Germain en ce moment, franchement, faire 3-2, c'est pas un scandale, même si le PSG a baissé de pied, on l'avait dit. Les échéances, elles restent très très simples pour l'OL. Au moment où je vous parle, l'OL est 6ème. On est à 2 points de Lille, 4 de Monaco et 7 de Nice, si je dis pas de bêtises. L'OL va affronter Nice, Monaco et Lille. Donc théoriquement, l'OL a toujours son destin en main, mais il y a un gros coup de soleil, je lis le chat. Il y a 0 possibilité d'erreur. Le prochain match en Ligue 1, ce sera contre Nice. Ce sera à Nice. Bon courage, parce que Nice en ce moment, ça tourne. Ça tourne même très très bien. Evan Guessant est peut-être un des meilleurs attaquants d'Europe en ce moment. Donc il ne faudra pas perdre à Nice, même si je pense déjà que Nice a plus ou moins verrouillé sa place sur le top 4. Maintenant, il reste plus beaucoup de matchs. Il en reste 10. Et dans ces 10, il y a 3 finales. Voilà, le reste, il faudra faire le taf. Mais avoir 4 points de retard sur un Monaco avec un Mika Biret qui a décidé de mettre des triplés à chaque match, bon courage, et surtout que dans le jeu ça progresse tout doucement. Tout doucement, on a quand même affronté 2 équipes très très faibles avec Reims et Nantes. Là c'était encore assez faible, Brest, il n'y avait pas vraiment d'adversité en face. Le niveau va monter très vite. Nice, c'est une autre paire de manches.
et il va falloir progresser très très vite. L'OL a écarté Pierre Sage au profit de Paulo Fonseca dans une optique de résultats court terme. Rappelez-vous ce qu'avait dit John Textor, il ne pensait pas Pierre Sage capable d'emmener l'OL dans le top 4, donc on a pris Paulo Fonseca avec tout son staff pour un salaire qui est 2 à 3 fois supérieur à celui de Pierre Sage dans une optique de résultats court terme. On n'a pas de patience à avoir avec Paulo Fonseca. Le deal de base, c'est qu'on prend Paulo Fonseca pour qu'il nous emmène dans ce top 4. Et s'il n'a pas le top 4 à la fin de la saison, Paulo Fonseca, ce sera un échec. Ce sera un échec. Montpellier, pardon, excuse-moi, Montpellier, pas Nantes. Et malheureusement, Paulo Fonseca ne sera très probablement pas sur le banc pour le match contre Nice et pour quelques matchs derrière. Donc attention, parce que cet OL, à mon sens, ne progresse pas assez vite. Il progresse un petit peu par rapport à la période de décembre qui était vraiment catastrophique, mais il progresse pas très vite. On a un coach qui a quand même du mal à trouver sa formule gagnante. Les animations changent, les compos changent. Un coup, on met des joueurs axiaux, un coup, c'est Nuama, puis c'est Fofana, puis Almada, on le met titulaire, on sait pas trop. Puis Cherki, il est dans l'axe, puis en fait, il est à droite. Lacazette, Mikotadze, on sait pas. Tolisso, Tessman, Matic. On a un peu un sentiment d'un Paulo Fonseca qui tâtonne pour l'instant, mais la recette n'est pas encore là. Alors évidemment, c'est dur de demander à un coach de mettre en place des choses aussi vite en pleine saison et dans un contexte qui est vraiment pas facile, mais l'objectif quand même, c'était que Paulo Fonseca amène des résultats à court terme. Donc on est en droit d'être exigeant, avec cette équipe, on est en droit d'être exigeant avec cette équipe puisqu'elle a montré en début de saison sous Pierre Sage qu'elle était capable de faire des belles choses. Donc attention, le coup de poker de John Textor, pour l'instant au niveau comptable ça passe, mais le verdict va être très 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 rapide puisque globalement l'OL va jouer une grosse partie de sa saison dans les 15 prochains jours. Pourquoi ? Parce que jeudi, l'OL partira en Roumanie pour jouer contre le Steaua Bucarest, enfin le FCSB, pardon, dans un stade de 50 000 personnes qui sera chauffé à bloc. Théoriquement, le FCSB, c'est en dessous de l'OL. C'est pas un club non monstrueux, c'est mieux que prendre l'Ajax, mais il va falloir tenir son rang. Ensuite, l'OL va aller à Nice, qui est un vrai concurrent, même s'ils sont bien au-dessus au niveau comptable. Il faudra pas perdre à Nice, et derrière, il faudra acter la qualification en quart de finale à domicile contre le FCSB. Donc, dans les 3 prochains matchs, l'OL va jouer une grande partie de sa saison, puisque dans l'éventualité où l'OL ne parvienne pas à aller récupérer la Ligue des Champions via le championnat, ce qui est quand même très 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 probable, puisque en l'absence de victoire à Nice à l'extérieur, on pourra plus ou moins acter que la 3e place c'est foutu, et la 4e il y a un barrage, donc on n'a pas trop envie d'y aller. Il restera l'Europa League. Alors l'Europa League, on est encore très loin de pouvoir la gagner, mais on sait que l'OL est plus ou moins une équipe de coupe, sauf à Bourgoin. Donc voilà, il y a des gros enjeux, et ce match contre Nice va déjà acter si l'OL peut encore aller taper la 3e place ou non. On perd à Nice 100%. Je ne suis pas très confiant quant au match de Nice, mais en tout cas, il ne faudra pas perdre, ça c'est une certitude. Si victoire à Nice, ce sera faisable avec des champions. Oui, c'est possible, mais il faut gagner à Nice. Et si tu gagnes à Nice, tu es toujours à 4 points de Nice. Donc tu as encore 4 points à les récupérer en 9 matchs. 4 points en 9 matchs, c'est beaucoup. 4 points en 9 matchs, c'est beaucoup, sachant que tu vas pas faire un carton plein. Ça veut dire que Nice doit perdre 4 de ces 9 matchs restants derrière pour espérer que tu ailles les récupérer, parce que tu vas pas gagner 9 matchs sur 9. Donc, et actuellement, Nice, c'est meilleur. C'est simplement meilleur que l'OL, Nice. Ça tarte Saint-Etienne, ça tarte Montpellier, ça tarte Le Havre. Je sais pas si vous avez vu Nice, il y a des certitudes quand même. Il y a notamment Evan Guessant, bon voilà. 3e place, c'est trop loin. Ouais, mais malheureusement, il te la faut, la 3e place. Il te la faut, parce que si t'as pas la 3e place, à la fin de l'année fiscale, au moment où tu vas passer devant la DNCG, t'es pas assuré de la Ligue des Champions. Tu n'as pas l'argent de la Ligue des Champions. Donc si tu passes devant la DNCG avec la 4e place, c'est une 4e place qui te garantit les revenus de l'Europa League, mais pas de la Ligue des Champions. Ton barrage ne compte pas. Donc les barrages, c'est vraiment catastrophique. Non, sportivement, c'est bien, mais il y a une échéance à court terme pour l'OL, c'est la DNCG en juin. Et la DNCG en juin, elle va provisionner les revenus de la Coupe d'Europe pour laquelle l'OL est qualifié. Et on ne provisionne pas des revenus sur un barrage. Donc voilà, est-ce que je crois au Père Noël ? Non, je ne crois pas que l'OL finira 3e. Tant que c'est possible, c'est possible. Je pense que 7 points à 10 journées de la fin en devant affronter Lille, Monaco et Nice, ça va être très compliqué. Et puis simplement, dans le jeu, dans la qualité de l'équipe, Lyon est inférieur à Nice. Aujourd'hui, tout du moins. On ne sait pas. Il y a déjà eu des remontadas à Lyon. Cette équipe, elle peut progresser. Mais c'est extrêmement dur pour l'OL d'imaginer ça. Donc bon, 4e place, c'est éliminé du tour préliminaire, c'est fini, pas de Coupe d'Europe. Oui, non, t'es reversé, non ? En Europa League, si tu perds les barrages. T'es reversé quand même maintenant.
Non, vous dites n'importe quoi. Quand tu perds les barrages, t'es reversé en UFA. Hein. Non, t'es plus reversé, c'est fini. Non, c'est le troisième tour, pardon. C'est le troisième tour où t'es reversé. Bref, je sais plus, on s'en fout. C'est pas le sujet, de toute façon, il faut déjà faire quatrième. La DNCG a déjà accepté de comptabiliser pour les barrages, du coup, je crois. Oui, bah après, dans le budget, c'est pas comptabilisé. Tu peux pas dire, bah, on va toucher les 100 millions. Perte barrage, c'est reversé. Oui, pardon, voilà, c'est tour préliminaire où tu sautes pas. Tour préliminaire, t'es reversé en barrage. Barrage, t'es reversé en phase de poule, je crois. Hein. Quelque chose comme ça. Bref. Maintenant, effectivement, Nice doit encore jouer contre Monaco et Paris. Lille, par exemple, Lille a déjà joué contre le Paris Saint-Germain. Donc Lille est à 2 points, ils sont à portée de tir. Tu vas les jouer, tu peux passer devant Lille. Monaco, ils sont qu'à 4 points. Tu vas les jouer, tu peux passer devant Monaco. Nice, c'est très simple. Si tu bats pas Nice à Nice, je pense pas que tu les revois. Je pense que c'est terminé. Voilà, donc là-dessus, il va falloir se sortir les doigts, tout simplement. Quoi d'autre, si ce n'est que, bah, pour l'instant, ça fait grosso modo un mois que Paulo Fonseca est là. Et la progression n'est pas évidente. Hein. On sent pas d'électrochoc, hein, même si au niveau comptable ça va, c'est pas scandaleux. Il y a eu la défaite contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu la défaite contre Marseille. Ça fait grosso modo 4-5 matchs que Paulo Fonseca est là. Dur de juger pour le moment, mais il n'y a pas d'électrochoc. Hein. Il n'y a pas de progression fulgurante. Il n'y a pas de marqueur qui montre que c'était la bonne décision pour l'instant. On jugera à la fin de saison, mais on attend. Hein. On est un peu en retard. Hein. Maintenant, effectivement, oui, ça fait 14 buts en 5 matchs. Ça, c'est sûr. C'est mieux. On se rappelle toutes ces fois où on devait enchaîner les contre-perfs, mais on n'a pas profité. Oui, complètement. Sage, c'était pas plus convaincant que Fonseca, je suis désolé. Alors, c'est pas vraiment la question. Hein. C'était est-ce que Pierre Sage était l'homme qu'il fallait à l'OL? Je ne sais pas. Impossible à dire. Est-ce que Paulo Fonseca a une énorme plus-value par rapport à Pierre Sage? Pour l'instant, au niveau comptable, oui, parce qu'on sortait d'une très mauvaise période. Dans le jeu, c'est pas évident. Donc voilà, on verra. Ça ne fait que 4 matchs. Dans ces 4 matchs, il y a eu le PSG et l'OM, c'est quand même pas facile. Pour le reste, non, c'est 5 matchs, pardon, 5 matchs. Donc pour le reste, au niveau comptable, ça va. On verra bien. Voilà, on verra bien. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu sur Paulo Fonseca, il y a deux choses. C'est un, le manque de continuité et de sérénité. Je le trouve tendu sur le banc. Là, ce qui s'est passé avec Benoît Millot à la fin du match m'inquiète un petit peu, honnêtement. Et le coaching. La première mi-temps de l'OL, elle est quand même particulièrement désastreuse et ça m'inquiète de voir qu'il a rien bougé jusqu'à la 80, je sais pas, 4e minute, un truc comme ça. Ça m'inquiète un petit peu. Parce que ce match-là contre Brest, tu le gagnes un peu sur un malentendu quand même. T'as 2 actions dans le match, hein, t'as 2 occasions. Hein. Il n'y a pas d'autres vraies occasions franches pour l'OL. Hein. Il y a 2 occasions franches, ça fait 2 buts d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 tirs cadrés, peut-être 4, 2 tirs cadrés. C'est un coup du sort hein, que tu gagnes ce match. C'est un coup du sort également que tu prennes pas l'égalisation, parce qu'il y a quand même énormément d'occasions côté brestois. Il y a plus de situations, pas vraiment des occasions, mais des situations côté brestois. Donc bon, je suis pas hyper convaincu au niveau du contenu. Le match contre Montpellier, on fait quand même une première mi-temps qui est pourrave. Ça progresse trop lentement. Ça progresse trop lentement. Le deuxième mi-temps est meilleur, oui, mais en même temps, je suis désolé, mais Brest en face, c'est pas bon ce soir. Hein. C'est pas bon dans la finition, c'est pas bon dans l'intensité. Les commentateurs de DAZN, ils nous expliquaient que, tiens d'ailleurs DAZN, on va en remettre une couche quand même. Le penalty de Lala. Non mais, vous avez vu comment il a été filmé le penalty de Lala? Vous avez un plan derrière Lucas Perry au moment où il prend son élan. Genre on peut plus voir les buts. On peut plus voir les buts. D'accord, c'est normal. Maintenant, on fait des gros plans de gros connards, là. On peut pas voir les buts correctement. Il repasse sur le plan large au moment où il tire. Mais c'est insupportable. Mais faut les choper, les réalisateurs, là. Faut les envoyer à l'école. Faut les envoyer chez Luc Besson, j'en sais rien. Faut leur apprendre à filmer. C'est un scandale. On n'a pas le droit de voir les buts. Voilà, on paye 40 balles par mois, on se prend de la pub à pas savoir qu'en foutre. Les micros pètent. En début de match, ils ont pété les micros des commentateurs. Hein. Et des gros plans de merde de connards, là, ça rend fou. Les gros plans en pleine phase de jeu, là, il y a un mec qui tombe, un gros plan sur sa tronche. Mais laissez-nous regarder du foot. C'est du foot, c'est pas un film. T'es pas Terrence Malick, t'es réalisateur de matchs de foot. Laisse-nous tranquille. Les Césars, c'était hier, les Oscars, c'est ce soir. Bah, change de métier. Ah, mais j'en peux plus, je te jure, ça m'énerve. Voilà, désolé. Ça me rend fou. Pas sûr que Luc Besson soit le meilleur exemple. Non, mais il a une très bonne école.
Papus Camara, c'est compliqué. À la limite, ça me dérange pas, les commentateurs. Moi, j'aime bien Adrien Kouroup, pour le coup. J'aime bien le commentateur de ce soir. C'est un bon gars. Mais ça fait partie des trucs qui m'énervent. Je peux m'énerver sur mon club de foot. Voilà, mon club de foot, il est pas bon. C'est pas facile de bien jouer au foot. Je suis désolé, réaliser un match de foot. J'ai fait la vidéo sur les droits télé, là, sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir et de mettre des pouces. J'ai oublié de le dire en début de débrief. J'ai vu, du coup, pour cette vidéo-là, j'ai vu la réalisation du match Nantes-Monaco en 1984. Le premier match diffusé par Canal+. C'était mieux filmé. C'était mieux filmé. Ils nous faisaient pas des ralentis de cons et des gros plans de merde, là. C'était mieux filmé, là. Si. Bref, stop, on va arrêter, parce que à chaque fois, tous les jours, je tape sur DAZN. Mais c'est pas DAZN en plus qui produit, même si, bon, c'est quand même DAZN qui fait les choix de réalisateur. Enfin, c'est compliqué, mais tout le monde est nul et incompétent là-dedans. Voilà, c'était en couleur. Oui, c'était en couleur. En vrai, la qualité des images du Nantes-Monaco de 84 est folle, hein. C'est folle. Bref. En tout cas, bravo à DAZN pour l'offre à 10 balles pour les moins de 26 ans. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir fait en août. Mais bref, si ça vous intéresse ce sujet-là, j'ai fait une vidéo d'une demi-heure sur YouTube. Allez la liker, ça me fera très plaisir. Surtout que c'est pas une réalisation, c'est une captation en plus. Voilà, pardon. Arrête de coller tête contre tête le caméraman. Ouais, non mais moi, vous voyez, pendant le penalty de Kenny Lala, j'étais dans le même état que Fonseca à la fin du match. Donc mettez-moi des matchs de suspension, j'en ai rien à foutre. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté de reste? De toute façon, on va faire les notes. Mais de manière générale, y a un problème avec la défense de cette équipe. On n'a pas encore parlé. Et à chaque fois qu'il y a une perte de balle, c'est la sirène civile. C'est le mercredi à midi, du premier mercredi du mois. C'est tout le monde panique, c'est la fiesta. Vous avez Clinton Mata qui joue à gauche, Nakate qui part à droite, tout le monde est en panique là. On dirait quand il y a un incendie dans les Sims là. Ils sont tous en train de crier les bras en l'air. C'est Brest en face, ils ont la moitié de leurs joueurs en moins. On peut pas avoir un peu de sérénité en défense. Non mais sérieux, à chaque perte de balle, parce qu'en plus vous aviez Tessman Tolisso, Tolisso il prend la profondeur, le ballon est perdu, il n'y a plus que Tessman qui est tout seul, les autres ils défendent pas, vous avez 5 pélos qui sont là genre non au secours Ludovic Ajor qu'il est trop grand, on n'arrive pas à défendre. Et on peut avoir un peu de sérénité là. On peut avoir des joueurs qui se chient pas dessus en défense H24. C'est une catastrophe défensivement, c'est une catastrophe. Franchement. Et encore là c'est pas Dembélé et Kvaratskhelia, hein, heureusement. Hein. Tessman et Lens Arras. Tessman il y a un côté tout l'allant. Hein. Tessman, il y a un côté tout l'allant. Moi, j'ai pas détesté le match de Tessman. Mais alors, le pauvre, hein, parfois, quand même. Niakate respire la peur. Ah non, mais, enfin... Ça m'ennuie parce que Moussa Niakate a l'air d'être un super mec. Il a l'air super sympa. Mais il me fait tellement peur dès qu'il a le ballon. Et je suis désolé, je vais dire une horreur. Il me rappelle Bakary Koné. C'est vraiment dur pour lui, hein, parce qu'il n'est pas aussi nul que Barca. Mais Bako Koné... Il y avait toujours un moment dans le match où tu savais qu'il allait avoir un brain freeze. Il y avait avoir un écran bleu, il faut le redémarrer. Niakate, il respire pas la sérénité. Et surtout, il faut que Niakate, il arrête d'essayer de relancer des ballons. C'est pas un relanceur. Tu n'es pas Bonucci, c'est pas grave, il y a d'autres qualités. Mais à chaque fois qu'il essaye de relancer long, c'est Patrick Mahomes pendant le Super Bowl de cette année, quoi. Il faut arrêter. Mata, ça va, même si je l'ai pas trouvé foufou aujourd'hui. Koumbedi... En vrai, ça va, même s'il fait peur parfois quand il se jette. Et alors, Maitland Niles, je sais pas qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment, mais c'est certainement pas le football. Hein. Alors, Maitland Niles, je sais pas, peut-être qu'il pense à son fut champion, au dernier épisode de Severance. Mais alors, l'attitude de Maitland Niles sur le terrain, c'est vivement que ça se termine, j'ai autre chose à foutre, quoi. Donc, ouais, j'aurais pu pas Biakate. Alors, pas Biakate et Bako Koné, c'est un peu le même style de joueur. C'est-à-dire, parfois ça va, puis ça va plus, quoi. Donc, bon, c'est. On n'y arrivera pas si défensivement c'est pas mieux. Et le problème c'est que défensivement, Douye Tatsar il est au 32e dessous. Adrielson il est plus là. Mamadou Sarr il a été vendu pour le prix de 3 cacahuètes. Et voilà quoi. Donc, et pardon, j'avais oublié l'existence de Warmen Omari, mais je crois que le football aussi avait oublié son existence. Donc sans Tagliafico on va nulle part. Ouais, on n'a pas parlé de l'absence de Tagliafico, mais ça s'est senti très 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 fort, notamment dans l'apport offensif. Parce que le gros problème c'est qu'il n'y avait pas de largeur, il n'y avait pas de déséquilibre dans ce bloc brestois. Et on voit que quand Tagliafico est là, Tagliafico il joue souvent dans l'axe, il prend souvent les appels dans l'axe, ce qui libère Tolisso, ce qui libère le 9. Là, on avait Maitland Niles qui bougeait pas beaucoup. Et je pense que dans le top 3 des choses qui ont manqué à l'Olympique Lyonnais en ce dimanche après-midi, il y avait les navettes de Pardieu, l'herbe sur la pelouse et Nicolas Tagliafico. Je pense que c'est le top 3 des choses qu'on manquait à l'OL aujourd'hui. Tagliafico, apparemment, une prolongation est en cours d'après Razik. On va espérer, hein. On va vraiment espérer.
Il y a pas un truc grave dans sa vie ou quoi. Il y a des rumeurs de rupture avec sa meuf. Mais ça, moi, je suis pas dans ces délires-là. Des histoires d'unfollow de sa meuf sur Insta, puis de refollow et compagnie. Oh, on est fatigué. Hein. On est fatigué quand même. Et des nerfs pour Fonseca. Oui, effectivement, des nerfs pour Fonseca, ça aurait été pas mal aussi. Voilà, bon, on a fait le tour hein, de manière générale. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ça, hein, si ce n'est que bah, on s'en sort bien. Hein. On s'en sort simplement bien. Hein. Un ailier aussi, ouais, un ailier. Le vrai emploi fictif, c'est jardinier du Parc OL. Ouais, complètement. Ouais. On va passer aux notes. Si vous le voulez bien. Non, ça, c'est les stats. Les notes, elles sont là. Oula. Non, c'est bon, ça fonctionne. Je vous rappelle que vous pouvez noter, vous, les joueurs, ici. Voilà, dans le lien qui s'affiche dans le chat et dans la description, si vous êtes sur YouTube. Alors, on va commencer par Lucas Perry. Un but encaissé, bah, c'est un penalty. Hein, il n'y peut pas grand-chose là-dessus. Une belle sortie à la fin du match. C'est un match ok de la part de Perry. C'est pas le match contre le PSG avec des glissades et des relances pourries H24. C'est un match ok de la part de Lucas Perry. Il n'y a pas non plus d'arrêt fulgurant. C'est un match relativement serein hein, de la part de Lucas Perry. Au niveau de la défense centrale, Koumbedi, j'ai trouvé que c'était un match ok aussi, mais ok sans plus non plus. Hein. Je veux dire, il n'a pas été étincelant non plus. C'est le seul qui a amené un petit peu de largeur dans ce bloc, quand même. Et c'est pas normal. Dans cette espèce de système à 3 à la relance et Koumbedi un peu plus haut, c'est le seul qui amène un peu de largeur. Donc forcément, on le voit beaucoup. Et il a été plutôt intéressant défensivement quand même, plutôt propre, même si c'est toujours un petit peu flippant hein, de temps en temps Koumbedi. On va mettre 5,5 pour Koumbedi. Mata, match ok. Ok, Mata. Pas non plus le match du siècle, ok. Assez propre à la relance quand même. Et il a colmaté les quelques brèches laissées par Niakate à mon goût. C'est un 6. C'est un 6. Niakate, toujours ce sentiment de panique constante. Mais il n'y a pas d'erreur en réalité. Niakate fait pas un mauvais match. Il fait juste un match pas très serein. Donc j'ai pas envie de lui mettre une note affreuse. Hein, mais on va mettre 5. Parce que à mon sens c'est encore pas très serein. Maitland Niles pour le coup j'ai pas du tout aimé le match. Voilà, j'ai pas aimé le match de Maitland Niles. Statistiquement, pour le coup, son match est assez intéressant. Hein. Il y a pas mal de duels gagnés, pas mal de tacles, pas mal de blocages. Donc on va rester à 5. Mais j'aime pas l'attitude de Maitland Niles ce soir. Tanner Tessman. Première mi-temps très compliquée pour Tanner Tessman. Ça a été un peu mieux en seconde. Moi, je suis toujours convaincu que ce mec, il a quand même du potentiel et qu'il va progresser. Quand il y a certaines prises d'initiative, c'était mieux. Mais il est un peu lent. Il n'est pas très à l'aise avec le ballon. Techniquement, moi, il me rappelle un peu Toulalan, mais le Toulalan avec la caisse en moins, quoi. Pas un super match de la part de Tessman. On va mettre 4,5, c'est pas non plus scandaleux. Tolisso, match relativement moyen par rapport au standard habituel. Il peut pas marquer à tous les matchs non plus. Tolisso, pas très flamboyant, positionné un peu plus bas. Il a eu du mal à prendre la profondeur, il a eu du mal à trouver sa place. Ouais, c'est 5 ce soir, Tolisso. Au niveau de la ligne offensive, on va commencer du moins bon au meilleur. Mikotadze, match très compliqué pour Mikotadze qui n'était pas à son poste et qui a vraiment erré comme une âme en peine sur le terrain pendant toute la rencontre. C'est vraiment pas un bon match pour Mikotadze. Il n'est pas fait pour jouer sur l'aile, on le sait. Hein. Il n'est pas fait pour jouer sur l'aile, mais alors là, ça s'est vu très fortement. C'est un 3 bien tassé pour Mikotadze. Almada, match très propre, assez intéressant. Pas non plus immensément flamboyant, mais on sent que le garçon, il est quand même à l'aise. Et c'est un style différent de celui de Ryan Cherki, un peu plus fluide, un peu plus... pas explosif, mais fluide. Je pense que c'est le bon mot pour Almada. C'est fluide. C'est un match OK plus de la part de Almada, mais c'est pas un match tambour battant non plus. Et on va terminer avec Cherki et Lacazette, à qui on va mettre la même note. Pourquoi ? Parce que les deux, ils font pas un bon match, en fait. Ils font pas un bon match. Lacazette, il a erré sur le devant de l'attaque. Il a eu beaucoup de mal, notamment techniquement. Il a eu beaucoup de mal à garder le ballon. Et Cherki a passé sa rencontre à ralentir le jeu et à avoir beaucoup de mal à se placer. Et malgré ça, on a 2 passes D pour Cherki et 2 buts pour Lacazette. Alors on va pas mettre la même note en réalité. Parce que Cherki, c'est 2 passes D. Les 2 passes D, elles viennent de lui tout seul comme un grand. Hein. La première passe, elle est magnifique. La deuxième passe, il y a lui qui l'a fait tout seul et c'est tout. On est obligé de mettre une bonne note à Ryan Cherki. Mais on peut pas non plus se satisfaire de ça. C'est quand même hyper frustrant que Ryan Cherki finit le match avec 2 passes D et on a le sentiment qu'il aurait pu faire vachement mieux. C'est dommage quand même.
Donc voilà, on va mettre quand même 7. Je suis désolé hein, pour ceux qui trouvent qu'il a vraiment fait un mauvais match, mais un mec qui fait 2 passes D, vous pouvez pas ne pas lui mettre 7. Lacazette, c'est pareil, il a mis 2 buts, on lui mettrait bien 7, mais le premier penalty il est pour lui, donc on va mettre un peu plus bas, on va mettre 6 à Lacazette. Voilà, et Fonseca, pour le coup, bah Fonseca, pas un bon match, pas un bon coaching, un carton rouge pour péter un plomb sur un arbitre qui a rien demandé et qui a rien fait de mal. Bah je suis désolé, mais c'est 1. Voilà. Moi, je suis désolé, et on va revenir là-dessus, mais on peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. On peut pas râler sur Longoria, sur Létang, sur Comboiré, sur Benatia, sur des mecs qui foutent le sbul vis-à-vis des arbitres, pour ensuite tolérer ça. On peut pas accepter le fait que Fonseca aille faire un tête contre tête à un arbitre. C'est pas normal. Il y a un contexte en Ligue 1 qui est pas bien vis-à-vis des arbitres. L'arbitrage a plein de défauts et j'étais le premier à le critiquer quand il y a des vrais scandales, quand il y a des scandales d'arbitrage ou de respect des règles, d'appel à la VAR et compagnie. Le match de Benoît Millot aujourd'hui, il est, oui, un arbitrage un petit peu haché, il y a peut-être trop de fautes sifflées et compagnie, mais il y a 0 décision litigieuse, quoi. Il y a rien. Et les mecs qui disent oui, mais la VAR elle l'appelle pour rien. Bah tant mieux qu'il l'appelle pour rien. Moi je préfère qu'il soit appelé pour rien et qu'il garde sa décision plutôt qu'il soit pas appelé sur une décision où il y a un vrai litige. C'est pas normal. Le contexte autour de l'arbitrage est pas bien. On peut critiquer l'arbitrage, on doit critiquer l'arbitrage, remettre en cause certaines décisions, certains processus, certains comportements d'arbitres qui sont pas pédagogues. Mais on peut pas accepter ces trucs-là, quoi. C'est quoi la suite? On va se battre? Il y a des mecs qui vont se battre avec les arbitres? C'est complètement con et ça m'énerve, voilà. Donc il y a des mecs qui disent que je fais l'acteur, que je fais le bisounours et que oui, mais Pierre Sage, il disait jamais rien et du coup on se faisait enfler. Alors si vous pensez qu'agresser les arbitres, ça va faire en sorte que vous soyez mieux arbitré sur le match d'après, je pense que vous vous mettez le doigt dans l'œil et c'est pas normal qu'on ait ce contexte-là. Je pense qu'on peut remettre en question l'arbitrage, on peut critiquer l'arbitrage sans verser dans cette espèce de violence, tout simplement, quoi. Voilà. Et de manière générale, bah, c'est dommageable. Parce que Fonseca, il va prendre 3, 5, 6, 7, 8 matchs de suspension. On peut pas accepter ça. Donc on se doit de pas verser dans le clubisme primaire en disant oui, mais bon, il y a eu des cartons pour nous et pas pour Brest. Quand bien même il y a de l'arbitrage de merde, c'est quoi la suite? Vers où on va là? On a un président de club qui crie à la corruption, on a un entraîneur de club qui veut faire un tête contre l'arbitre. On va où? On est où là? Je comprends que l'arbitrage ce soit un sujet chaud, que ça nous mette en colère et qu'on soit virulent. Je peux comprendre. Mais on peut pas tolérer ça. On se doit de dénoncer ça. Voilà, c'est tout. Imitation de Riolo qui me dit oh, le carton, monsieur l'arbitre, le carton. Bon, bref. Donc voilà, je suis désolé pour ceux qui pensent que c'est de l'acteur studio ou quoi que ce soit, mais j'estime que nous aussi, suiveurs, journalistes, éditorialistes, on se doit de tempérer ces trucs-là. Quand bien même, il y a eu des matchs où j'ai pété un plomb. Le match de Stéphanie Frappard, j'ai pété un plomb, mais on n'est pas dans l'insulte non plus. On peut critiquer sans verser dans l'insulte. Voilà. Surtout comment critiquer Mio qui n'avait pas pris de décision. C'est ça qui est complètement con. C'est ça qui est complètement con. C'est qu'en plus, la décision que prend Benoît Millot, c'est la bonne et elle va dans le sens de l'OL. C'est complètement débile. Complètement débile. Donc voilà. Bah, Fonseca, il va aller faire quelques matchs en tribune et ce sera logique et ce sera mérité. Voilà. On a terminé ce débrief. Le prochain live, eh bah, ce sera pas jeudi. Parce que jeudi je suis à Naples et j'atterris à Naples à 18h30, donc je vais pas pouvoir voir le match dans des bonnes conditions, donc il n'y aura pas de débrief Twitch du Steaua Bucarest contre l'OL, désolé. Donc le prochain débrief, ce sera le débrief de Nice OL où je serai toujours à Naples, mais j'aurai quand même mon matos de stream là-dessus. Voilà, vous pouvez faire les pronos, vous pouvez mettre vos notes. Je vous ai pas montré vos notes, effectivement, je vais vous montrer vos notes à vous qui sont ici. Voilà, elles sont là, pour vous montrer que vous n'avez pas noté exactement pareil que moi, pour une fois, notamment sur la ligne offensive, vous avez mis moins à Cherki et moins à Lacazette et plus à Mikotadze. Voilà, c'est honteux. Oui, désolé, je prends les premières vacances depuis 1 an et demi. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur les droits télé qui sera disponible en description de cette vidéo ou dans le coin supérieur droit, donc j'arrive à le faire généralement, où je vous invite à aller la regarder et me donner vos retours, même s'ils sont déjà très très cool vos retours. Et voilà, va à Naples en voiture, Charlie, c'est un vol qui ne devrait pas être. Déjà, j'ai pas de voiture et Naples, c'est loin. Donc désolé, oui, une fois dans l'année, je vais prendre l'avion. J'aimerais bien ne pas avoir des postures là-dessus. Je ne vais pas non plus aux Maldives ou à New York. Voilà, bref, pas de prono pour Nice. Non, il n'y aura pas de prono pour Nice, effectivement. Pas de prono pour le match de Nice. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche et une bonne semaine de victoire du coup. Et je vous dis soit jeudi sur YouTube directement si je trouve le temps de faire le débrief. Et sinon, bah, ce sera dimanche soir. Ciao, bisous, à bientôt.